de conversation avec Guillaume Ancel. Donc moi je me présente, je suis Élise Magne, je suis membre de l'UEF et coordinatrice du groupe de travail Défense et Relations extérieures de l'UE qui a travaillé toute cette année à l'élaboration d'un certain nombre de livrables dont vous allez voir une partie ce soir et qu'on pourra ensuite continuer de discuter pour les membres de l'UEF lors de l'Assemblée Générale ce week-end. On a notamment un groupe de travail prévu demain après-midi pour continuer et prolonger les débats qui, je suis sûre, vont naître ce soir. Donc voilà, pour présenter notre intervenant de ce soir, donc c'est Guillaume Ancel qui est un écrivain et un ancien officier supérieur de l'armée française, Saint-Cyrien, qui a passé 20 ans dans l'armée, qui a participé à de nombreuses opérations militaires extérieures, donc au Rwanda, au Cambodge, en Bosnie, et qui y a d'ailleurs consacré de nombreux ouvrages qui remettent parfois en cause les décisions de l'État français, et il mentionne également ces conflits dans son dernier livre, donc Petite leçon sur la guerre, Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, qui est paru chez Flammarion en 2025. Donc voilà, ce n'est pas un placement de produit, c'est un livre qui nous a beaucoup aidé dans nos travaux cette année, qui a beaucoup aidé le groupe de travail et qui a été la base d'un certain nombre de réflexions. Donc on est très heureux de l'avoir ce soir. Pour ceux d'entre vous qui peut-être ne connaissent pas l'UEF, donc on est organisateur au nom de l'UEF France ce soir, qui est la section française de l'UEF Europe, une organisation qui existe dans la plupart des pays européens, qui est une ONG à but non lucratif, non partisane, qui promeut une Europe plus démocratique, plus fédérale, mais également une organisation fédérale à tous les échelons de la vie publique, donc du plus local au plus global. Parmi nos objectifs, on trouve celui de se donner les moyens de construire une paix durable. Donc c'est vrai que par le passé, on est parfois tombé dans l'écueil à chercher la paix, de pas forcément parler de la guerre, de se cantonner peut-être à la diplomatie ou à des sujets un peu plus, sur lesquels les fédéralistes sont peut-être un peu plus à l'aise. Sauf que la guerre nous a rattrapés et a rattrapé beaucoup de monde en Europe ces dernières années. Et c'est pour ça qu'on a créé donc cette année un groupe de travail défense qui a pu déjà produire, voilà, comme je vous le disais, un certain nombre de livrables. L'objectif, c'était vraiment d'articuler des idées, des théories, des outils à destination des décideurs, des politiques et de la société civile. Le livre, dans ce cadre-là, le livre de Guillaume Ancel a tout de suite suscité notre intérêt puisqu'il a le mérite de proposer des solutions concrètes et globales à un problème qui dépasse largement l'échelon national. Donc, on va notamment se baser, et je vais vous projeter quelques extraits durant cette conférence, sur un schéma qui a été réalisé dans le cadre du groupe de travail et dont le crédit revient entièrement à Damien, qui est à ma droite, qui a bien plus de compétences graphiques que la plupart d'entre nous, et donc qui nous a permis d'élaborer le schéma que vous allez bientôt voir apparaître. Ouais, je vais qui est un schéma en 4 étapes chronologiques qui en fait illustre une stratégie assez pragmatique de fédéralisation progressive de l'UE et de son impact en matière de défense. Donc normalement, vous le voyez apparaître. Vous avez également peut-être des exemplaires que Damien va pouvoir vous distribuer si vous voulez en prendre connaissance de façon plus détaillée, parce que c'est un schéma qui a beaucoup d'annexes et de détails, mais là aujourd'hui on est en présence de Guillaume Ancel, donc on va profiter de sa présence pour parler en particulier d'une des étapes du schéma que vous voyez donc, au niveau des étapes en haut. Donc on est parti en fait de l'état des lieux de l'UE actuelle et de ses problématiques, et on est allé progressivement vers ce que les fédéralistes appellent de leur vœu une armée européenne. Et dans le chemin pour arriver à cette étape finale, on est passé par le système européen de défense, qui est un système et un mécanisme qui est prôné par plusieurs résolutions de l'UEF comme une solution un peu transitoire vers cette armée, et vers le concept de garde européenne, donc on va pouvoir expliciter un petit peu avec Guillaume Ancel. On va peut-être donc commencer par un petit état des lieux. Alors l'état des lieux,
C'est ça, c'est le schéma qui représente l'Union européenne sous sa forme actuelle et son système de défense et de diplomatie, avec un ensemble de problématiques sur lesquelles on va revenir, qui font qu'aujourd'hui, ce système et ce mode de fonctionnement, il apparaît de plus en plus, de façon de plus en plus largement partagée dans l'opinion publique, comme dépassé. Voilà, on va parler de la hausse des menaces militaires à proximité de l'UE, que ce soit à l'Est, avec la Russie et l'Ukraine, au Sud, avec situation au Moyen-Orient, en Méditerranée, en Afrique, à l'Ouest, avec désormais l'imprévisibilité de nos partenaires, notre ancien partenaire ou actuel, en fonction de comment on le voit, américain. Voilà, on a cette reconnaissance de plus en plus large de la nécessité d'une défense européenne, mais la question c'est comment est-ce qu'on la met en œuvre et quel format on choisit. Donc voilà, dans ce cadre-là, je vous propose qu'on évalue en fait et qu'on commence à se poser sur un deuxième schéma qui est le schéma donc, qui représente le concept développé par Guillaume Ancel de garde européenne. Et donc, pour vous, Guillaume Ancel, défense de l'Europe et Europe de la défense sont indissociables, c'est ce que vous indiquez dans votre ouvrage. Vous plaidez pour un changement d'échelle et investir, je cite, au seul niveau qui sort de la taille nécessaire, qui soit de la taille nécessaire, celui de l'Union européenne. Donc ma première question, elle est simple, et je vais allumer votre micro, ce sera plus simple. Est-ce que vous avez toujours été convaincu de cette nécessité d'une Europe de la défense et qu'est-ce qui, si ce n'est pas le cas, a peut-être précipité cette prise de conscience? Quel état des lieux vous faites aujourd'hui qui vous a poussé peut-être à rédiger ce livre? Merci beaucoup, Élise. Est-ce que vous m'entendez à peu près correctement? Merci d'abord pour votre invitation. Merci pour cette réflexion que vous menez sur la défense européenne parce qu'elle est cruciale dans la situation d'aujourd'hui et pour moi, elle est abordée à l'envers. On en fait presque un sujet militaire alors que c'est d'abord un sujet politique. Et je suis frappé de voir comme nos élus esquivent le sujet en expliquant que ça pose beaucoup de problèmes de faire une armée européenne, alors qu'en fait, ils n'ont pas le courage d'aborder le sujet d'une Europe fédérale. Parce qu'en réalité, une armée ne sert à rien si elle n'est pas au pouvoir de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est forcément un pouvoir politique. C'est heureusement pas un pouvoir militaire. Autrement dit, si vous demandez aux militaires ce qu'ils pensent de l'Europe de la défense, ils ne vous répondront pas, parce que quelque part, ils trouveront toujours un outil technique pour vous construire une armée qui soit adaptée au pouvoir qui sera là. Mais s'il n'y a pas de pouvoir politique pour en décider, il n'y aura pas d'Europe de la défense. Donc, il faut aborder en premier et avant tout le sujet politique. J'en profite pour poser ma veste. Tout le monde entend bien? La question qui vient juste ensuite, et dans laquelle on est plongé jusqu'au cou ces derniers jours, puisque vous avez noté la prolifération des provocations qui sont bien sûr menées par la Russie de manière très différente, mais qui vont s'étendre. Et je pense que dans peu de temps, on annoncera en France qu'il y a des drones qui ont survolé des zones qui sont censées être protégées. En fait, ça a déjà été le cas, mais jusqu'ici, l'État français a réussi à le cacher. Donc ça ne durera pas longtemps, puisque on est dans la même situation que les autres pays européens. Et on réalise qu'on est face à une arme qui est probablement la plus importante dans celle des empires menaçants, donc aujourd'hui la Russie de Poutine. C'est la peur. C'est ni un missile, ni un drone, ni un avion de chasse, ni je sais pas quoi, un truc supersonique. C'est la peur. Et au fond, le miroir, c'est que dans nos pays européens, l'arme la plus absente de nos arsenaux pour se défendre aujourd'hui, c'est la détermination à se battre pour défendre nos intérêts, que souvent on appelle la paix. Ça fait une grosse différence avec les États-Unis d'Amérique. Parce que si vous regardez bien, historiquement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Américains n'ont jamais cessé de se battre. Ils sont engagés dans le monde entier, encore aujourd'hui. Et donc quand on dit dans la société américaine, nos forces vont être engagées, alors des fois ça fait des débats qui tournent à la polémique, mais
de l'Irak à l'Afghanistan, en passant aujourd'hui par l'Asie du Sud-Est, les Américains ne se questionnent pas sur le fait que s'ils payent une armée, c'est pour se battre. Regardez en contrepartie la levée de bouclier que suscite le simple fait que le chancelier allemand dise « Ah, ben, si jamais il y avait un accord de paix qui était enfin trouvé pour l'Ukraine, on enverrait une force de garantie, une force de sécurisation de cet accord, dans lequel il y aurait des soldats allemands. » Ah, quoi? Des soldats qui restent pas? Vous êtes fous? Vous rêvez? Jamais! Ah bon? Imaginons 2 secondes qu'on dise à nos pompiers qu'ils ne vont plus attaquer le feu parce qu'on aurait peur qu'ils se brûlent. Ah, c'est à peu près ça le niveau du débat. C'est-à-dire qu'on veut bien avoir des armées à condition qu'elles ne se battent pas. Puis d'ailleurs, comme elles ne servent à rien, on peut se permettre d'avoir une armée par pays, puisque de toute façon, on ne les engagera jamais. Mais là, on est quand même un peu dans la merde. Parce que, après 3 ans et demi de guerre en Ukraine, on découvre que les drones sont apparus sur le champ de bataille, qu'on ne sait ni les détecter ni les intercepter. C'est quand même gênant. Et c'est assez étonnant de voir avec quel côté pervers Vladimir Poutine joue sur le sujet en montrant que, en fait, il peut aller partout en Europe. Et nous, on en est encore à discuter de est-ce qu'on se donne le droit d'abattre un drone non identifié qui survole une zone qu'on considère comme étant insécurisée. Waouh! C'est sûr qu'en face, il ne doit pas avoir peur. Remarquez au passage qu'il ne fait pas ça avec les Américains. Il s'en garde bien. Pourquoi? Parce que là, il nous provoque. En fait, il met le doigt dans une plaie béante des Européens qu'on ne veut pas regarder, qui est que nous n'avons plus de culture militaire et nous abhorrons l'idée même d'avoir à nous battre. Et ça pose problème. Je rajouterais même se battre. Si vous rajoutez 3 lettres, ça fait combattre. C'est pas se battre contre les cons, qui serait un débat éternel, mais c'est se battre ensemble, qui est le propre de l'Union. Or, l'Union européenne d'aujourd'hui, pardon de le caricaturer de cette manière, c'est un club de commerçants qui a très bien fait son job. Aucun problème pour payer dans toute l'Europe, pour être débité immédiatement, presque sans frais, pour utiliser tous les services possibles et imaginables, pour faire en sorte qu'il y ait une culture commune, en tout cas dans l'éducation. Mais alors pour ce qui est de la défense, on en est quasiment au point zéro. Est-ce que vous réalisez que, alors qu'on est en plein débat sur les budgets en France, mais c'est le cas dans la moitié de l'Europe, simplement si on assemblait nos budgets de la défense, on aurait automatiquement la 2e armée du monde, sans mettre 1 euro supplémentaire. Par contre, ce serait la fin de Dassault. Pardon de prendre cet exemple, mais je le trouve très représentatif. Dassault essaye de briser le programme du chasseur futur qu'on appelle SCAF. Pourquoi? Parce que Dassault se comporte comme une manufacture royale qui estime que le budget de la France lui est dévolu. Et qu'évidemment, si on monte ça à niveau européen, il n'y a pas de raison que Dassault l'ait plus que Airbus ou un autre constructeur. Donc, Dassault fait tout depuis 10 ans pour briser ce projet européen, alors qu'on en a impérativement besoin. Et c'est très impressionnant de voir qu'il n'y a qu'en France qu'on protège Dassault, alors tous les autres pays européens sont consternés, ils disent « Attendez, c'est fini quoi, il n'y a plus un constructeur national qui peut faire la loi en Europe. » Ce sont des conglomérats européens dont on a besoin, et on en a un exemple sous les yeux au quotidien, c'est Airbus. Voilà. Donc, si je reprends Airbus, j'adore cette marque, n'y voyez pas ma liste, c'est un peu comme si l'ATCOR, qui fait partie d'Airbus, toute petite marque historique française, disait, en fait, c'est pas Airbus qui va concurrencer Boeing, c'est moi, l'ATCOR. Voilà. Tout le monde se marrerait bien, sauf les Européens, en disant que ça n'a pas de sens. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui fait peur à Boeing, ce qui impressionne Boeing, c'est Airbus, c'est pas l'ATCOR qui fait partie d'Airbus. Donc la question de l'Union, elle est, quelque part, on la reprend à son cœur. C'est que quand on est désuni, on est faible. Quand on est unis, on a une chance de résister à peu près à tout ce qui se présente contre nous. Et aujourd'hui, Poutine nous fait une démonstration de sa manière de nous provoquer.
elle est d'autant plus intéressante que son armée n'a jamais été aussi faible. En fait, la Russie n'a jamais été aussi faible. Et il n'arrête pas de nous provoquer. Je prends juste un exemple pour l'illustrer. Il y a 15 jours, il y avait la grande manœuvre annoncée par les Russes, Zapad 2025. Manœuvre très importante. Ils montrent leur capacité à envahir l'Europe juste dans le couloir de Suwalski en face de l'enclave de Kaliningrad, entre les pays baltes et la Pologne. Les Polonais étaient très inquiets. Les Baltes étaient terrorisés à l'idée que l'attaque ait lieu en réalité. Les Russes avaient annoncé 100 000 militaires. C'est l'armée française quand même. Comme ils sont très impliqués dans la guerre en Ukraine, on disait waouh, s'ils arrivent à sortir 100 000 militaires pour cette manœuvre, c'est inquiétant. Sauf qu'ils étaient moins de 15 000. C'est pas grave, l'effet d'annonce était déjà fait. Les Russes réunissent une force de 100 000 militaires. Elle n'existe pas. La peur est l'arme essentielle de l'arsenal de Poutine. Et notre absence de volonté de se battre est notre lacune essentielle dans nos armées aujourd'hui. Et ça, c'est un problème de culture. J'y reste 2 minutes et après je te rends la parole parce qu'il y a plein d'autres questions. Problème de culture, c'est quasiment, je vais le traiter comme un problème de flux. À l'époque qui n'était pas bénie, où il y avait un service militaire obligatoire, et où on faisait chier des générations complètes de jeunes Français mâles, la part de la population qui avait une culture militaire était, c'est facile à calculer, de l'ordre de 30%. D'accord ? Les 20% restants, c'est tous ceux qui arrivaient à échapper au service militaire, puis les 50%, bien évidemment, c'est les filles auxquelles les garçons ne donnent pas le droit d'aller jouer à la guerre, parce que quand même, c'est un truc de vieux crocodile mâle. 30% d'une population qui avait une connaissance militaire, ça voulait dire quand même qu'on avait un tiers de notre population qui, quand on parlait de défense, de sécurité, avait une idée assez précise, en tout cas, ça sonnait concret. Aujourd'hui, du fait de ma génération, parce que c'est ma génération qui a imposé le fait qu'on arrête toute mobilisation de la société et qu'on fasse une armée de métier, très réduite et très pointue, c'est une armée de grande qualité, mais extrêmement réduite, nous sommes tombés à 3% de la population française qui a des connaissances militaires. Donc, quand on débat de défense, on est d'abord face à une majorité de gens qui n'ont aucune connaissance militaire. Alors, il y a ceux qui s'intéressent, en gros, vous êtes dans cette salle, et puis il y a tous ceux qui se disent « Ah, mais c'est quoi ? Parce que moi, la dernière fois que j'ai joué à la PlayStation, au truc machin, il ne semblait pas qu'on avait besoin de milliards, et puis de toute façon, les drones, il suffit d'appuyer sur la touche. » Ouais. Ça va être compliqué de les convaincre de quelque chose dont ils n'ont aucune notion. Et donc, je dirais que le premier sujet pour les Européens, c'est pas de bâtir des armes, c'est de reconstruire un esprit de défense. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on parlera de garde européenne, parce que c'est d'abord de reconstituer un chaînon manquant entre une armée professionnelle qui est extrêmement coûteuse et qui coûte très cher, c'est la même chose, qui est extrêmement coûteuse et qui est extrêmement réduite, parce qu'elle coûte cher, et puis une société qui entend parler de la guerre depuis 3 ans et demi quasiment au quotidien à cause de la guerre en Ukraine, mais qui n'a même pas les bases pour pouvoir se dire de quoi on a besoin, à quoi il faut qu'on se prépare. Et puis d'ailleurs, quand il y a un drone qui nous survole, pourquoi on ne le flingue pas ? Ça fait donc une excellente transition vers ce fameux concept de garde européenne qui entend répondre à un certain nombre de problématiques que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en vulgarisant comme vous le faites très bien dans votre livre pour les non militaires et non connaisseurs de la culture militaire d'entre nous, qui sommes donc beaucoup a priori, 97%, les grands enjeux de cette garde européenne et ses caractéristiques? En fait, un système militaire, même si on en fait des livres complets, n'est pas si compliqué. D'abord, on a besoin d'un système de dissuasion nucléaire. J'ai milité pendant longtemps pour qu'on l'abandonne. Grâce à Poutine, j'ai renoncé. Parce que je me dis qu'effectivement, face aux fous furieux qui ont des armes nucléaires, il vaut mieux en avoir une chez soi juste pour lui dire « c'est pas une bonne idée de nous attaquer ». Notez qu'en 3 ans et demi de guerre, ça va, c'est correct, hein, ouais.
en 3 ans et demi de guerre, Poutine nous a menacé un peu plus de 200 fois d'une attaque nucléaire. Ce qui aujourd'hui ne nous fait quasiment plus aucun effet. Il n'y a plus personne qui tremble ou qui fait une émission spéciale, Poutine nous menace de guerre. Pourquoi? Parce que tout le monde commence à comprendre que c'est un non-sens. Les armes nucléaires n'ont jamais été des armes de guerre, ce sont des armes de destruction massive. Le jour où on les utilise, on rentre dans un cycle de suicide collectif que, évidemment, on ne souhaite jamais voir. Mais il n'y aura pas de guerre avec des armes nucléaires. Et même Poutine en est conscient. Après, dans le spectre militaire, vous avez une armée très pointue, une armée ultra professionnelle. C'est celle dont on dispose aujourd'hui en France, dans pratiquement tous les pays européens. Ce sont des armées réduites, très coûteuses, très bien équipées par des industriels qui compensent l'absence de série par le fait de fournir un matériel hyper sophistiqué et cher. C'est le LVMH de l'industrie de défense. Et puis au milieu, il n'y a rien. Et donc si on veut reconstituer ce chaînon entre une armée professionnelle, 300 000 personnes, et puis une société, presque 70 millions de personnes, et je ne parle que de la France, mais c'est le même schéma dans tous les pays européens. Il faut trouver un système simple, peu coûteux, qui permette d'impliquer la société dans le sujet de défense. Pourquoi? Pour qu'ils se sentent concernés, pour qu'ils acquièrent cet esprit de défense. Est-ce que le jour J, on saura se battre? Je fais juste un coup de projecteur sur l'Ukraine. L'armée qui se bat en Ukraine, pour 95%, c'est une armée de citoyens et de citoyennes. 30% de femmes. Et ce ne sont absolument pas des gens qui ont eu un entraînement, une formation, ils n'ont pas fait Saint-Cyr, ils n'ont pas passé 7 années en formation comme moi sur les différentes techniques militaires. Non, ce sont des gens qui veulent se battre. Et se battre nécessite l'acquisition de choses très simples dans sa tête. Déjà, de ne pas avoir peur. Hier, je suis intervenu sur France Info avec une jeune femme, j'avoue que c'était assez bluffant, qui est une géopolitologue française, sauf qu'elle est à moitié ukrainienne. Et dans 15 jours, elle repart en Ukraine sur le front comme infirmière. Et je lui ai dit, tu as peur? Elle m'a dit tout le temps. Il paraît que ça s'appelle la guerre. Elle a peur, mais elle y va. Et c'était assez étonnant de voir en miroir les intervenants français qui expliquaient que, quand même, abattre un drone, qui appartient peut-être à une nation qui a des armes nucléaires, il fallait qu'on y réfléchisse à trois. Vous voyez, ce décalage, cette espèce de gouffre qu'il y a entre elle, cette jeune femme qui part se battre parce que simplement elle estime que c'est l'existence de sa nation qui est en jeu. Et nous, qui nous posons des questions métaphysiques quand on se fait emmerder tous les matins. C'est terrible. Donc la garde européenne, c'est juste une manière de permettre à des hommes et des femmes de pouvoir s'impliquer dans la défense sans en faire leur métier. Le concept est très important. Ce n'est pas une armée professionnelle, c'est une armée de volontaires. Et je pense qu'il faut absolument abandonner l'idée d'un service obligatoire parce qu'on ne contraint pas les gens à défendre leur pays. Il faut qu'ils le fassent. C'est une question de détermination et de volonté, ce n'est pas une question d'obligation, ça ne fonctionne pas, surtout dans nos sociétés actuelles. C'est de permettre à tous les hommes et surtout à toutes les femmes qui le veulent, moi je dirais dans la garde européenne, je dis entre 20 et 40 ans, mais c'est un chiffre illusoire, parce qu'en Ukraine aujourd'hui, ils recrutent des personnes de 60 ans. Et 20 et 40 ans, c'est une bonne période pour dire qu'on consacre 2 semaines de sa vie professionnelle à s'impliquer dans la défense de son pays. Et sans question de nationalité. Il faut absolument qu'un citoyen, j'allais dire britannique, mince, un citoyen espagnol qui est à Paris, s'il veut s'engager dans la garde européenne de Paris, il y va. Et il a toute sa place. On ne lui demande pas un extrait de sa nationalité française. Ça n'a aucun sens. Au contraire, c'est une manière de cultiver une culture transverse dans toute l'Europe qui soit à peu près la même. Vous savez, en 2 semaines ou 3 semaines par an, on ne va pas en faire des pointures des équipes spéciales qu'il y a dans l'armée professionnelle. Ça n'est pas le but. Le but, c'est que les gens aient des réflexes très simples de comment on s'organise et on réagit quand on est menacé. C'est le cas aujourd'hui avec les drones, demain ce sera avec autre chose. J'en doute pas un instant. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on se structure?
Ça peut être dans un conflit, ça peut très bien être aussi pour un événement majeur comme les Jeux Olympiques. Une inondation terrible, on voit bien que c'est un phénomène qui va se développer, juste de pouvoir réagir collectivement et empêcher notre société d'avoir peur. Pardon d'évoquer ces souvenirs qui sont anciens, mais c'est la première instruction que j'ai reçue dans les camps d'entraînement à la survie de la Légion étrangère. C'était épique, c'était dans la jungle en Amazonie. Et la première chose qu'on apprenait, c'est qu'on peut résister sans difficulté, sans manger pendant des jours, sans boire pendant des heures, en perdant son calme quelques minutes. Voilà. En fait, on ne se précipite qu'à sa perte. Et c'est ça la notion de base de la défense, c'est d'arriver à retrouver une réflexion, une capacité à résister, ne plus être tétanisé par ses émotions, mais comprendre comment, grâce aux autres, parce que c'est toujours l'union qui permet de se défendre, on résiste. Regardez comment les Ukrainiens ont résisté pendant 3 ans et demi à une armée qui se croyait être la deuxième du monde, 5 fois plus nombreuse qu'elle. Les Ukrainiens ne lâchent pas. Et jusqu'au dernier souffle, ils se battront, même s'ils n'avaient que des pierres. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont pas mal d'armes. Mais la garde européenne, c'est un moyen de redonner à une partie de notre société, sans qu'elle soit des militaires professionnels, des notions, une culture, et surtout, ce qui est le plus important, c'est cette volonté de se défendre. Un des gros avantages de la garde européenne, c'est qu'on peut en faire un programme européen sans heurter les problèmes de nationalisme dans chaque armée. On sait bien, et le premier, mes camarades ont commandé l'armée française, ils commencent à partir à la retraite, là, sérieusement. Quand on leur parle d'armée européenne, heureusement qu'ils n'ont pas de cheveux sur la tête, parce que sinon ça stresserait d'un seul coup. Ils sont très réticents, pour ne pas dire hostiles, à cette idée. L'avantage avec une garde, c'est qu'on n'est pas dans leur domaine. On est dans un domaine qui est nouveau, qu'on peut investir. Et surtout, on peut créer des programmes européens que personne ne contestera parce qu'il sera financé par l'ensemble, pour l'ensemble de la société européenne. Et ça permettrait d'acquérir assez rapidement une culture comparable finalement au programme Erasmus dans le domaine de l'éducation, et d'avoir une formation, cette fois militaire, en tout cas de défense, qui soit commune à tout le monde, qu'on ait les mêmes réflexes. Et si possible, les mêmes équipements, la même manière de faire. Au passage, ça permet à des industriels de se regrouper pour dire aujourd'hui, on produit à 100 000 exemplaires la même Jeep, le même système radio, le même fusil d'assaut qui sera en dotation partout en Europe. Les gens travaillent avec le même système, selon les mêmes procédés. C'est comme ça qu'on construit une défense commune. C'est en partageant les manières de faire. Donc la garde européenne, pour moi, elle est intéressante techniquement, parce qu'elle est simple à monter, économiquement, globalement, c'est 10 fois moins cher que d'avoir une armée professionnelle. Donc si je fais court, aujourd'hui on a les moyens de se payer une armée de 100 000 hommes, pour le même prix on peut se payer une armée d'1 million d'hommes et de femmes. Et là on a un système dissuasif pour un empire qui voudrait nous menacer un jour. Dire, vous voulez vous affronter aux millions d'Européens qui sont prêts à se défendre contre vous, et vous ne faites pas le poids. Et puis surtout, c'est extrêmement intéressant politiquement parce que ça crée une culture commune dont on voit bien qu'elle nous a servi sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Il faut aller sur ce sujet en termes de défense pour que enfin les citoyens européens se réfléchissent comme défenseurs de l'Union et pas défenseurs de frontières nationales qui sont complètement dépassées. Ça va, c'était résumé ? Tout le monde a compris ? Je pense que c'était très clair. Et pour prolonger peut-être sur ce sujet de la garde européenne, puisque vous avez cité, et je rebondis dessus, aussi des interventions, par exemple lors de Jeux Olympiques ou d'inondations, qui font référence plutôt à des questions de sécurité civile. C'est un sujet qui peut être un peu plus sujet à débat, et on en a eu d'ailleurs durant nos sessions dans le groupe de travail, du fait que certains États membres, alors tous les États membres ne sont pas organisés de la même manière en matière de défense territoriale, de sécurité intérieure, etc. Et certains États membres peuvent considérer comme un peu inconcevable l'intervention
de l'armée dans le domaine civil. Alors, qu'est-ce que vous auriez à répondre si voilà, on nous avançait ce type d'argument à l'encontre de la création d'une garde européenne qui englobe tous ces éléments, à la fois la défense territoriale, les questions de maintien de l'ordre également, et de sécurité civile? C'est intéressant parce que c'est tout à fait le type de blocage psychologique qui traverse nos sociétés. Descendre un drone. Vous savez qu'en Allemagne, pour l'instant, il n'y a pas de règle qui permet d'abattre un drone. Ils sont en train de chercher quelle est la solution juridique. Oui, la solution, elle n'est pas juridique, elle est culturelle. J'ai commencé en Allemagne. Et il y avait cette règle très forte, plutôt cette espèce d'usage, cette jurisprudence, qui voulait qu'en aucun cas, en termes de sécurité civile, on ne pouvait faire appel à l'armée. Et puis il se trouve que cette année-là, il y a eu une tempête absolument terrible. Ça devait être en 89 ou en 90, pardon, j'ai plus la date exacte en tête. Et mon unité militaire a proposé d'aider la société allemande qui était autour de nous. J'ai trouvé que les gens avaient très peu de réticence au moment où ils étaient dans l'ennui, qu'ils trouvaient ça formidable qu'on vienne les aider à débarrasser les routes, à sortir tout ce qui était incroyablement détruit quoi, et abîmé. Et ils nous ont plutôt remerciés. Nous n'avons eu absolument aucun débat face à la réalité. Voilà. Il y a cette question de réalité. C'est vachement bien qu'on puisse en débattre avant. Mais à un moment, il faut être confronté à la réalité pour dire bon, on va peut-être arrêter d'en discuter pendant 10 ans, puis on va faire les choses tout simplement. Le fait qu'une unité militaire puisse être une unité de sécurité civile, c'est juste du bon sens. C'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés d'intervenir avec des armes. Au passage, un modèle, une référence en la matière qui n'est pas tout à fait exact, c'est la garde nationale aux États-Unis. Et en fait, bizarrement, la garde nationale, qui est à la main de chaque État, est équipée de matériel très sophistiqué, qui la rend très coûteuse. Pour moi, c'est un peu dénaturé par rapport à l'esprit initial. Le but chez les Américains, qui n'a jamais été très propre, c'est que la garde nationale puisse être un obstacle à une tentative d'une armée de métier d'un coup d'État. Alors qu'il y a toujours eu quelque chose d'ambigu. On se souvient qu'en France, au XIXe siècle, il y a eu des débats sans fin entre les gardes et l'armée. Voilà, hein, dans des épisodes sombres dont on n'a pas aimé parler, au moment d'un risque de guerre civile. Donc, je vais laisser 2 secondes de côté, mais si ce n'est que, quand il n'y a pas un fou qui appelle la garde nationale pour établir l'ordre dans des grandes villes qui n'en ont pas besoin, la garde nationale est régulièrement appelée dans les États américains pour intervenir sur des catastrophes naturelles. Et ça ne fait jamais débat. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'elle est structurée, elle est organisée, elle a une logistique qui lui est propre, et surtout elle a des hommes et des femmes qui savent réagir ensemble. Donc qui ne sont pas au bout d'une journée et une nuit sur le terrain défaits parce qu'ils ne savent pas où ils vont dormir, ils ne savent pas comment bouffer, et ils n'ont pas compris qu'il allait les réapprovisionner pour leur véhicule. Donc c'est juste avoir un système structuré qui fonctionne. Ça n'est pas une menace, et ça ne peut pas être une menace, pardon, dans la mesure où on s'assure que cette garde soit opérée à 90%, il y aura toujours quelques professionnels au milieu, mais par des citoyens. Par conséquent, ils ne peuvent pas être, manipulés en tant que masse pour aller servir les intérêts de l'un ou de l'autre à un moment particulier. Notez au passage que cette question de l'instrumentalisation de l'armée, qu'on croyait un peu dépassée dans les pays européens ces dernières années, est remise sur la table à cause de Donald Trump, qui essaye depuis plusieurs années d'impliquer l'armée. Moi, j'ai entendu récemment des anciens chefs d'état-major américains, c'était assez... ça interroge, quoi, qui ont été obligés de publier une tribune commune pour dire que la tradition dans l'armée américaine était de ne pas être impliqué dans les affaires politiques. C'est un message pour Donald Trump qu'il n'a absolument pas écouté. Ils ont tous été écartés par le nouveau ministre de la Défense. Enfin, ils étaient à la retraite, mais ils avaient des rôles importants dans des associations. Ils ont tous été écartés parce que Trump estime qu'ils font obstacle à ce qu'il aimerait faire, c'est-à-dire instrumentaliser tous les services de l'État à son profit. Donc il reste quand même, cette question n'est pas anodine, mais une garde européenne, à mon avis, est difficile à instrumentaliser parce que justement ce sont des volontaires, donc plutôt des citoyens. Voilà. C'est plus compliqué à instrumentaliser qu'une armée de métier qu'on pourrait remonter à bloc à un moment pour agir dans des circonstances qui ne sont pas celles d'une intervention normale d'une armée démocratique. D'ailleurs, en disant ça, on a le cas sous nos yeux en Israël aujourd'hui.
l'armée israélienne était réputée être une armée très démocratique, elle est devenue une armée de forcenés, puisque toute personne qui a une voix critique ou divergente est immédiatement écartée. Moi, j'avais encore récemment des amis dans le Sahel, ils ont tous été écartés. Parce qu'ils ont osé dire que c'était absolument anormal la manière dont ça fonctionnait et qu'ils n'étaient pas d'accord. Et là, ils ont été surpris, ils n'avaient pas vu venir le changement radical qui a été imposé à l'armée israélienne, qui est qu'il n'y a aucune contestation acceptée aujourd'hui. Et on le voit bien dans la dérive du pouvoir. Pardon de cette digression. Pas de souci, je pense qu'on pourrait parler de beaucoup de conflits avec vous, mais malheureusement, nous n'avons qu'une heure et demie. Donc, on va se concentrer sur cette question de la garde européenne. Et une dernière question sur ce sujet, peut-être. Vous évoquez dans votre ouvrage, et vous l'avez également réévoqué à l'instant, les questions de base régionale pour cette garde européenne. Je cite, fonctionnant sur le même modèle partout dans l'UE. Ça a été aussi un sujet de débat au sein du groupe de travail, puisque quid du coup de la prise en compte peut-être des spécificités culturelles, des traditions militaires locales ou nationales, et comment est-ce que vous voyez en fait le fonctionnement de ces bases régionales en fonction de tout ça? En fait, c'est un ami belge qui me l'a montré. Alors, vous savez, la Belgique, ça fait toujours rigoler tout le monde en termes de défense, sauf qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur le fonctionnement européen. Et c'était le directeur adjoint de l'armée belge, Marc Thaïs. On l'avait invité à un colloque passionnant ici, ça me revient dans un lieu qui est très, très chouette aussi. Et lui, il nous a dit, si vous voulez faire chuter un projet d'armée européenne, vous annoncez que tout le monde va être peint en bleu ou en blanc l'année prochaine. Voilà. Les gens ne l'acceptent pas parce qu'ils ont tous leurs particularités. Prenons plutôt comme modèle l'armée britannique. L'armée britannique, toutes les unités sont attachées à un territoire. Un régiment d'infanterie n'est pas un régiment d'infanterie, c'est un régiment écossais d'infanterie qui a peut-être 200, 300 ans de tradition. Alors ils portent des trucs invraisemblables qui nous effarent toujours, mais pour eux c'est extrêmement important. Et pourtant, ils n'ont qu'un seul chef, la couronne britannique, qui déteste, mais qu'ils n'ont jamais contesté. En fait, si on veut faire des unités qui fonctionnent bien ensemble, il faut accepter le côté implantation locale, qui est très important. Puis en plus, les gens, pour s'entraîner, mais on ne peut pas demander à des volontaires de commencer à traverser toute la France pour aller s'entraîner, ou la Belgique pour aller dans un camp d'entraînement. Ça ne fonctionnera jamais, c'est déjà des problèmes logistiques infernaux. Donc commençons par les bases locales. C'est un autre intérêt, c'est que le jour où on les mobilise, ils ne sont pas compliqués à mettre sur place. On n'a pas ce délai de déplacement. S'il y avait un conflit majeur, à ce moment-là, on serait obligé de les déplacer, mais c'est une autre question. La base locale est extrêmement importante parce que ça veut dire que les gens peuvent s'entraîner facilement. Et au passage, ça va me permettre d'évoquer la question de la rémunération. On ne peut pas faire une armée de volontaires si on ne les paye pas. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un pendant 20 ans de consacrer 3 semaines chaque année à la garde européenne si c'est de sa poche. Aujourd'hui, on repose sur un système qui est assez malsain. On paye à peine les volontaires et on ne dédommage pas l'entreprise ou l'administration qui va pendant 3 semaines se séparer de ce collaborateur. Dans les pays où ça fonctionne, en fait, le système de garde indemnise l'entreprise, qui du coup pour elle c'est neutre. Je veux dire, elle a quelqu'un qui travaille pour elle 3 semaines, mais elle l'indemnise au coût de la personne. D'accord ? Et pas sur un forfait à la con. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne touche exactement le salaire qu'il a dans une administration, une institution ou une entreprise, sauf qu'il est pris en charge par la garde européenne pendant exactement le temps où elle ne travaille pas pour son entreprise, institution ou administration. Du coup, c'est neutre pour les organisations et ça évite de faire porter un poids qui vite serait insupportable pour des entreprises, des petites ou des grandes d'ailleurs, qui diraient « mais attendez, moi je ne peux pas me demander de laisser 150 personnes devenir volontaires dans votre garde pendant 3 semaines, c'est énorme. Mis bout à bout, en fait, c'est quelqu'un qui sera absent pendant une année, quoi. » Donc, il faut indemniser, et c'est normal, mais il faut indemniser comme les gens sont payés. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un sujet pour eux, ni d'enrichissement, ni d'appauvrissement, le fait qu'ils aillent servir la garde européenne pendant un cycle normal, c'est 3 semaines en mettant en place le moment qui est très important. On les accueille, on les rééquipe, et puis on les désaccueille, on les déséquipe. Donc ça fait une quinzaine de jours d'entraînement réel.
la base locale est là très importante pour une autre raison. Moi, j'ai fait partie de l'équipe de l'armée de terre qui a démonté le service national. Ça nous a pris des années. Hein. On a fermé 100 bases en France. On a liquidé 20 000 équivalents temps plein. C'est terrible hein, pour les collectivités locales. Je pense dans les Ardennes, à Givet, qui vivait grâce aux forts militaires qui étaient là. Le jour où on leur a annoncé qu'on démontait ça, ça a été très, très dur. Et puis après, les collectivités elles sont organisées avec, parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Mais ça veut dire qu'en sens inverse, plus personne ne sait héberger 500 000 soldats supplémentaires. Ou alors il faudrait recréer des casernes, ce qui serait, comment dire, un enjeu absolument gigantesque. C'est en centaines de milliards d'euros, c'est en années pour faire des programmes immobiliers, c'est une dizaine d'années hein, pour arriver à construire une caserne. Donc il faut utiliser les équipements qui existent aujourd'hui et les optimiser en faisant venir les gens qu'au moment où on en a besoin. Surtout pas les entretenir dans des unités permanentes. Sinon, il faut se relancer dans des programmes immobiliers qui sont sans fin. Et là, du coup, la base locale est extrêmement importante parce qu'on peut demander à des gens d'être, je vais dire, un peu en camping. On appelle ça la vie en campagne chez les armées, mais c'est la même chose que le campage. Pendant 15 jours, ça ne pose pas de problème. On ne peut pas leur demander plus, c'est pas décent. Donc, on n'a pas besoin, quand on est sur une base locale, de construire de gigantesques bases dont on n'a pas les moyens parce qu'on voudrait faire une garde. En fait, on peut utiliser des extensions de bases existantes simplement pour loger en rotation très très rapide les personnes qui viendraient bien sûr travailler là. Et puis ça a un troisième intérêt de travailler sur la base locale, ce sont les relations qu'on noue. Moi dans l'armée, en 20 ans, j'ai déménagé 14 fois. J'ai pas eu le sentiment, en plus à notre époque il n'y avait pas vraiment WhatsApp, d'avoir gardé un lien fort avec des personnes avec qui j'avais pourtant l'impression d'avoir noué une relation forte. Pourquoi? Parce que une fois qu'on n'est plus sur la même base, en réalité, on ne se voit plus, on ne partage plus rien. Donc on se revoit une fois, 3 ou 4 ans après, parce qu'il y a un raout qui fait qu'on se retrouve là ou une opération. C'est assez triste, au fond. Or, le tisser des liens forts avec les autres est la base des unités militaires. Et pour le faire, il faut que les gens se retrouvent régulièrement, surtout s'ils ne travaillent ensemble que 15 jours par an. Il faut absolument qu'ils retrouvent un peu les mêmes personnes, et sur une base locale, pour avoir le sentiment qu'ils ont élaboré une forme d'esprit commun. C'est comme ça qu'on crée un attachement à une unité et à un service. Et là, la base locale est très importante. Je dirais presque qu'elle est cruciale parce qu'elle respecte aussi des traditions, des mœurs locales qu'il faut laisser perdurer, qui créent une forme de solidarité dans ces groupes qui est très forte et qui est structurante pour les lier quand ça se passe mal. Voilà pourquoi je pense que la base locale est importante. Merci Guillaume pour cette explication. J'ai une petite précision justement sur la nature de l'engagement de ces bases locales. Puisqu'elles sont locales, elles connaissent bien le territoire, donc elles peuvent a priori très bien le défendre. Mais l'objectif initial, ce que j'ai lu dans l'ouvrage, c'est quand même d'envoyer, c'est une armée de réserve qui va être envoyée sur le front à l'extérieur. Et nous on a eu justement avec Gérard notamment des débats sur cette dimension. Est-ce qu'on est sur de la défense territoriale ou est-ce qu'on est plus sur de l'armée de réserve avec des bases locales qu'on va aller d'un coup déménager, mobiliser tout ensemble, ou est-ce que c'est les deux? Voilà, c'est la question qu'on se posait. Voilà, c'est vendredi soir et Damien pointe mes incohérences. Je le remercie. Damien, j'ai une migraine et tu ne peux pas me faire un coup pareil. Oui, c'est incohérent. En fait, ça n'est pas complètement. L'emploi n'est pas le même. La base d'une unité de la garde européenne, c'est de servir le territoire sur lequel elle est. On le voit très bien dans les circonstances actuelles. Si demain on doit craindre une menace sur l'ensemble des territoires. Pourquoi? Parce qu'il y a des drones qui prolifèrent sur l'ensemble du territoire et donc il faut qu'on soit capable de sécuriser un très grand nombre de zones. Là, l'aspect territorial a toute sa pertinence. Mais si après-demain, il faut aller aider la Lituanie, qui fait l'objet d'une attaque physique, et que l'armée de métier a été envoyée, mais qu'on est déjà au deuxième tour, c'est-à-dire 3 ou 4 mois après, et
par conséquent il faut la renforcer. Là, l'armée, la garde, deviendra une forme d'armée, comme l'ont fait les Ukrainiens. Et elle se transformera à cause de l'opération qui est en cours. Mais on n'aura pas le choix. Et par conséquent, ces gardes-là, ils auront un très gros avantage par rapport à des personnes qu'on recruterait from scratch, enfin directement de la vie civile, c'est qu'ils auront déjà des semaines, voire des mois cumulés d'entraînement. Et donc des bases en termes d'entraînement qui leur permettra sur le terrain de ne pas être submergés par les émotions des premiers combats. Voilà. Mais oui, il se peut que dans certaines circonstances, on soit obligé de les mobiliser. Ils utiliseront le matériel qui restera de l'unité précédente. Ils n'auront pas un matériel forcément propre à eux, en termes d'artillerie, de matériel lourd. Ils apprendront très vite, parce qu'en fait, ils auront déjà toutes les bases. Ce que nous disent les Ukrainiens, dans leur expérience sur le terrain, c'est que ça ne marche pas s'ils font venir des unités neuves. Il faut absolument un mix, comme dans les entreprises, entre des gens qui ont une certaine seniorité, expérience, des personnes qui ont une énergie diabolique mais qui ont zéro expérience et qui vont tomber dans le premier piège, et puis des personnes qui ont un peu peur de leur ombre, faute d'expérience, et qu'il faut accompagner pour qu'elles ne s'affolent pas quand ça commencera. Voilà, le mélange des expériences et des compétences est très important. C'est pour ça que dans la garde européenne, le fait que des gens viennent s'entraîner chaque année, peu de temps, 2 semaines, 3 semaines maximum, moins d'un mois. Ça veut dire que les premières années, elles vont avoir l'impression de découvrir la poudre. Et puis au bout de 3 ans, en fait, ce seront quasiment des vétérans pour les plus jeunes. Et c'est eux qui leur expliqueront comment ça se passe, comment il faut se préparer, comment il faut éviter des trucs tout cons, les gerçures quand il fait froid, et arriver à dormir la nuit pour ne pas être épuisé au bout de 3 jours, etc., etc. Mais cette expérience-là, elle ne se bâtit que parce qu'on a été confronté à ces conditions. On ne peut pas le faire en programme accéléré, ça ne marche pas très bien. Voilà. Donc, le fait qu'on ait des générations qui continuent, dans l'idéal de 20 à 40 ans, on peut imaginer qu'il y ait des personnes à 40 ans qui aient fait 20 ans de garde. En fait, dans la garde, il y aura probablement aussi beaucoup de personnes qui auront quitté l'armée professionnelle, qui vivent mal en général le fait de passer d'un engagement complet tous les instants, très dur, au fait que d'un seul coup on leur demande absolument plus rien. Et je pense que pour elles, ce sera naturellement, ce sera qu'une partie de la garde européenne, mais une espèce de reconversion très simple, de se dire, j'ai encore des compétences fortes qui perdent en pertinence, en actualité, d'année en année, mais j'apporte ces compétences à des volontaires civils qui n'ont pas cette expérience, mais qui, eux, ont cette volonté, cette détermination incroyable. Et encore une fois, c'est le mixage de ces populations différentes qui permet d'avoir des unités de très bon niveau. Vous savez, les unités de bon niveau, moi j'en ai commandé quelques-unes. Ce sont des unités dans lesquelles il y a une solidarité et un état d'esprit qui fait que on va s'aider. Voilà. Et en fait, quand on est confronté, quand on doit combattre, se battre ensemble, le plus important, c'est la manière dont les autres vont réagir avec nous. On ne le dit jamais dans l'armée parce que c'est un sujet tabou, mais à peu près un tiers des blessures sont du fait de ses propres rangs. Yes. Alors évidemment, ça peut être une balle perdue. Mais c'est aussi souvent, c'est pour ça qu'on n'aime pas le dire, des militaires qui ont trouvé absolument détestable le comportement de certains de leurs cadres. Et comment ça commence à barder, ils oublient de leur dire qu'il y a une mine à cet endroit, ou qu'ils vont se casser la gueule dans un trou, ou qui ont vu arriver un truc, mais qui vont oublier de le signaler. Voilà. Ça, c'est le retour sur le non-investissement dans la capacité à créer de la confiance au sein d'une unité. On peut se conduire comme un chef barbare, mais en général, on se prend une balle qu'on ne voit pas venir et qui ne vient pas forcément d'en face. C'est ça la réalité du combat. Donc la notion de solidarité, d'ambiance, d'état d'esprit est cruciale dans un combat. Et c'est pour ça qu'il faut la construire progressivement.
Merci. Peut-être si on revient sur un sujet que vous avez aussi évoqué, qui est celui de la dissuasion nucléaire, qui en France est un gros sujet, puisque voilà, on a l'arme nucléaire française et cette question de l'européanisation de cette arme fait débat. Débat d'ailleurs que le président de la République a réanimé récemment. Donc, est-ce que pour vous, comment vous l'envisagez? Est-ce que c'est illusoire de penser que l'Union européenne et donc l'ensemble des États membres pourraient participer activement aux prises de décision en matière de dissuasion nucléaire, et comment concrètement ça se matérialiserait? C'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet de crédibilité. Et en fait, plus on est confronté à des cas réels et plus on réalise combien il est difficile à estimer. Je ne sais pas si vous avez entendu les couillons de l'extrême droite là, qui nous expliquent que parce qu'on a une arme nucléaire, on n'a pas besoin de se défendre contre la Russie parce qu'ils ne peuvent pas nous attaquer, puisqu'on a une arme nucléaire. Heureusement que ce n'est pas ce que croyaient les Israéliens quand l'Iran leur a tiré dessus des missiles. 300 missiles. Et pourtant, les Israéliens ont 30 têtes nucléaires. Donc, si on suit le raisonnement du Rassemblement national, les Iraniens ne pouvaient pas attaquer Israël, puisque Israël a des armes nucléaires. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que même ce fou de Netanyahou n'aurait jamais osé utiliser une arme nucléaire contre l'Iran et faire 5 millions de morts parce qu'il y a 3 missiles qui avaient atterri sur le territoire israélien. En fait, la question de l'arme nucléaire, c'est qu'elle a toujours été mal présentée. Une arme nucléaire, celle de la plus petite puissance, celle qu'on dit tactique, ce qui n'a aucun sens en arme nucléaire, elle est 10 000 fois plus puissante que l'arme la plus puissante qu'on utilise dans l'arsenal classique. Donc, ça n'est pas une arme de guerre. Personne ne peut faire la guerre avec une arme nucléaire, puisqu'on détruit tout. Et on se détruit soi-même. Donc ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le jour où on utilise une arme nucléaire, on rentre dans un mécanisme de suicide collectif. Je rembobine. Moi, j'étais contre l'arme nucléaire parce que je trouvais que ça coûtait beaucoup trop cher à l'armée française et que de toute façon, ça n'avait aucun sens, on ne l'utiliserait jamais. Bon, depuis les années Poutine, je ferme ma gueule. Je dis, heureusement qu'on a des armes nucléaires. Parce que face à des fous furieux qui nous menacent, le seul moyen de les dissuader, c'est bien une arme de dissuasion, c'est de dire, nous aussi on a une arme nucléaire. Le jour où tu veux nous attaquer, c'est un suicide collectif. Est-ce que tu en as conscience? Pour l'instant, il en a conscience. Il a probablement été rappelé à l'ordre par la Chine parce qu'on a vu le moment où il était tenté d'utiliser une arme nucléaire de faible puissance pour mettre par terre les Ukrainiens. Et c'est probablement la Chine qui l'a convaincu que personne ne pourrait le soutenir s'il faisait ça. Les Chinois sont très inquiets qu'on utilise un jour une arme nucléaire. C'est pas une nation belliqueuse, la Chine. Contrairement à ce qu'on essaye de montrer, c'est une nation qui a besoin de s'étendre, enfin un empire. Et c'est pas un empire qui souhaitent faire la guerre, c'est pas dans leur culture. L'arme nucléaire, c'est donc une arme qui fait peur, parce que c'est pas une arme de guerre. C'est impossible de concevoir un système de dôme de fer qui nous protégerait de toute attaque. Moi, c'était un de mes premiers métiers dans l'armée, la défense antiaérienne. Un dôme de fer étanche n'existe pas. Il y a quelques industriels israéliens qui ont essayé de le faire croire parce qu'ils ont tiré des milliards sur leur sujet. Mais quand il y a eu les attaques iraniennes, d'abord il y a des missiles qui sont passés et surtout on oublie que le tiers de l'attaque iranienne a été intercepté par les Américains, les Britanniques et les Français. Sinon il n'y aurait pas eu 3 missiles qui auraient explosé en Israël, mais plutôt 30. Et là, ce n'est pas les mêmes dégâts. Puis en plus, les Israéliens, il faut le reconnaître, avaient beaucoup investi sur la protection de leur population, ce que n'ont jamais fait les Iraniens. C'est ça la grosse différence en fait dans les guerres. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas se défendre contre une arme nucléaire. Ce serait une destruction massive, dans des proportions qui ne sont pas imaginables. Encore une fois, ce n'est pas un théâtre de guerre, c'est juste on vitrifie le sol sous 2 mètres de profondeur, sous des dizaines de kilomètres de rayon. Donc on détruit tout, et durablement. Pour se défendre d'une arme nucléaire, il faut en disposer. Mais il faut en disposer à condition qu'on puisse convaincre son éventuel agresseur qu'on serait prêt à l'utiliser dans un suicide collectif. Aujourd'hui, qui peut croire que si la Lituanie était attaquée, Donald Trump prendrait le risque de faire rayer une partie des États-Unis de la carte
pour aller défendre un pays qui ne s'est même pas situé sur une carte. C'est juste, c'est un exercice intellectuel, mais qui est très difficile. Même quand la France dit « je vais étendre mon parapluie nucléaire aux pays qui le veulent », qui peut croire que si la Belgique était attaquée demain, la France prendrait le risque de voir détruire une région complète pour aller défendre son meilleur voisin? Franchement, j'en suis pas sûr. Et personne n'en est sûr tant qu'il n'a pas la clé de l'arme nucléaire. Donc en fait, c'est une arme à un coup, très privative. Le seul moyen d'étendre un système de dissuasion nucléaire à l'Europe, c'est que ce soit l'Europe qui le dirige. Donc ce sera un pays, que ce soit les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne, hein, la question est la même. Ça n'est pas jouable que ce pays risque de se suicider pour défendre un autre. Pardon, mais non, non. Donc si on veut un système de dissuasion nucléaire européen, ben, il faut qu'il soit au niveau de l'Europe avec, et c'est la première question, elle est politique, c'est qui a le pouvoir d'utiliser cette arme. Moi, très honnêtement, si demain l'Union européenne avait réellement une pertinence politique, c'est un pouvoir politique, que ce soit Ursula von der Leyen à qui on confie le bouton nucléaire, j'ai autant confiance qu'au président français aujourd'hui. Hein. Alors là, ça ne me pose absolument aucun problème, à condition qu'elle montre sans faillir sa détermination à défendre l'Union européenne. Aujourd'hui, le club de commerçants n'est pas crédible d'avoir une arme nucléaire de destruction massive. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais la première question sur le système de dissuasion nucléaire, c'est quel est le pouvoir qui en dispose? C'est crédible aux États-Unis parce que c'est le président américain. S'il y avait une arme nucléaire par État, personne n'imaginerait que l'Ohio prendrait le risque d'être détruit parce qu'il veut défendre le Texas. Donc c'est bien un sujet fédéral. C'est typiquement un sujet fédéral. Ça ne peut être qu'un sujet fédéral. C'est très important pour les Français parce que personne n'ose l'avouer. Mais la dissuasion nucléaire n'est plus à la portée financière de la France. C'est dur, hein, on en est à camoufler les chiffres. C'est moche, hein, quand on en arrive là, en général, c'est qu'on n'est pas très propre. Officiellement, le système de dissuasion nucléaire représente 10% du budget de la défense. La réalité, c'est qu'on est probablement entre 20 et 25. Et on est aux limites de ce qu'on sait faire. Parce que c'est tellement coûteux d'avoir un système qui fonctionne. Évidemment, il faut que son système fonctionne dans tous les cas, sinon on n'a plus de crédibilité, que ça demande des milliards d'investissements que la France ne sait plus faire. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec mon camarade qui s'occupe de ce programme. La version officielle, c'est bien sûr l'arme nucléaire française, un peu comme Dassault, vous voyez. La réalité, c'est qu'on n'a plus besoin de ça, on a besoin d'un programme européen. Parce qu'il n'y a plus que l'Europe qui est capable d'investir des milliards d'euros chaque année pour faire progresser ces armes et surtout empêcher qu'elles soient interceptées. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des milliers d'armes nucléaires. La France aujourd'hui en dispose de 300. Je trouve qu'en termes de crédibilité, ça représente 300 armes nucléaires. On sait que les 2/3 ne seraient pas utilisés, hein, qu'il y a qu'une petite centaine ou quelques dizaines qui seraient utilisées. C'est la destruction d'un tiers de la Russie. C'est tellement horrible. Donc le fait de disposer de quelques centaines d'armes est largement suffisant. On n'a pas besoin d'avoir 50 sous-marins nucléaires. Probablement qu'une douzaine suffisent largement. Par contre, il faut qu'ils soient répartis dans toute l'Europe et surtout, il faut qu'on soit au clair sur qui décide. Vous savez, le sujet est interdit, donc je vais en parler ce soir. Il y a à une époque, on avait des armes nucléaires sur le plateau de Valençol, près du Mont Ventoux. Et il y avait un centre de tir qui était sous le Mont Ventoux. Mes camarades étaient testés tous les ans dans un exercice aveugle, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas savoir si c'était un exercice ou la réalité. 3 fois sur 5, ils ont refusé de tirer. Et c'était le but de l'exercice, c'était d'arriver à tester la limite humaine dans le sujet. Alors à l'inverse, on n'a jamais osé passer sur un système automatique, parce qu'on a bien compris que là, c'était l'accident assuré. Mais c'est troublant de se dire que dans des conditions parfaites, contrôlées par un seul pays, avec des gens qui ont été entraînés pendant des années, c'était des officiers d'armée de terre. 3 fois sur 5, donc 6 fois sur 10, la majorité des cas, ils ont refusé de tourner leurs clés, parce que pour eux, c'était pas possible.
Et on les coupait totalement à l'extérieur pour qu'évidemment ils ne puissent pas regarder le journal de la première chaîne pour dire « Ah oui, quand même, c'est la guerre, donc il va falloir qu'on tourne. » Non, pour eux, c'était inimaginaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'un système appartient à un seul pays qu'il fonctionne, c'est pas vrai. Il pourrait très bien ne pas fonctionner. Il faut juste que le système soit sous le contrôle d'une seule autorité politique. Aujourd'hui, moi, je connais des spécialistes de l'arme nucléaire qui pensent que si Poutine donnait l'ordre d'utiliser une arme, il y a plusieurs relais qui l'empêcheraient de le faire. Je parierai pas dessus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un vieil instinct de survie qui me dit bof, prendre ce risque, c'est quand même un peu décollant. On ne peut pas. En fait, l'arme nucléaire repose sur une immonde partie de bluff. Est-ce qu'on détruira tout en face pour se défendre? Et tant que ce bluff tient la route, il nous protège. Le jour où on dira non, mais c'est impossible qu'on fasse un truc pareil, effectivement, on n'est plus protégé et on est en grand risque parce qu'il y a quand même beaucoup d'armes nucléaires dans le monde. Il n'y a pas que les puissances du Conseil de sécurité. Donc il y a un risque qui est évident sur le sujet. Je me permets une digression. C'est la seule fois où moi j'ai défendu la politique de Netanyahou d'aller détruire les installations en partie nucléaires en Iran, parce qu'il y avait effectivement un risque avéré, non pas que les Iraniens arrivent à faire une arme nucléaire, ils ne pouvaient pas attaquer Israël, puisque Israël a des armes nucléaires, donc c'était leur destruction assurée. C'était plutôt qu'ils remettent à un groupe terroriste, qui n'aurait évidemment pas revendiqué, une arme très primitive, dans un container maritime, et qui allait exploser à Tel Aviv. Voilà. Et ça aurait été un drame. Et l'Iran était à ce niveau technologique. Et je pense honnêtement, alors je déteste Netanyahou, qu'Israël ne pouvait pas se permettre de prendre le risque d'avoir la démonstration qu'effectivement, l'Iran avait bien construit une bombe primitive qu'elle avait remis à un groupe terroriste. Mais c'est vous dire que quand on parle de nucléaire, on n'est pas dans le domaine de la guerre. On est dans un domaine de survie existentielle. Merci. On va se mettre dans un petit scénario fictif. Imaginons que dimanche soir, nous avons les résultats d'un référendum durant lequel les Français auraient voté en faveur de la mise en commun au niveau européen de l'arme nucléaire et pourquoi pas du siège permanent du Conseil de sécurité à l'ONU. Est-ce que, et c'est la grande question, est-ce que le verrou de la défense européenne est débloqué? Est-ce que ce qu'il faut pour convaincre nos amis européens, c'est faire le premier pas en disant « Ok, nous, on met ça sur la table, est-ce que vous allez nous suivre ou pas ?» Voilà, c'est la question. C'est théorique, mais qu'est-ce que ça donnerait? C'est intéressant de commencer par la nucléaire, mais ça voudrait dire que la France dirait « Nous allons remettre la clé nucléaire à une autorité européenne. » Parce que si c'est dire à l'Europe « C'est nous qui gardons la clé, mais c'est vous qu'on protège », pardon, mais personne ne croira. D'ailleurs, j'ai raconté une anecdote, parce que vraiment cet épisode m'a marqué. En 2000, j'étais à Bruxelles, et on devait construire le démonstrateur d'un système de renseignement européen. Donc il y avait 15 nations à l'époque, et le représentant de la France était un très haut gradé de la DGSE. Et donc on essaye de convaincre les 14 autres nations qu'on va construire un truc ensemble. Moi à l'époque j'étais encore jeune, donc j'étais conseiller. Ah non, de chien. En gros, le représentant de la France a dit « Vous allez mettre en commun vos moyens, nous allons mettre en commun nos moyens, et nous, on va diriger. » Succès d'estime, 14 membres ont quitté la salle, et le représentant français, c'était un général, je tairai son nom, il est encore vivant, a appelé le Quai d'Orsay en disant « Première réunion, ça a été un succès. » On n'a pas encore progressé sur le sujet, mais ça chemine. C'est vous dire le déni dans lequel on s'était installé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir partager un truc en gardant la propriété. C'est ça en fait notre problème psychologique. C'est la fameuse blague des Belges. À l'époque, c'est comme ça que les Belges m'avaient débriefé de cet épisode malheureux. Ils m'avaient dit, si tu veux faire fortune, tu achètes les Français à leur valeur réelle, et puis tu les revends au coût auquel ils s'estiment, à leur valeur, pardon, à laquelle ils s'estiment. C'était terrible. Ils avaient raison, les fumiers. Mais
si on veut mettre en commun un système de dissuasion nucléaire, ça veut dire qu'on remet les clés à une autorité européenne. Et là, on retombe sur notre sujet politique. C'est qui la présidente de l'Europe? Pardon, dans l'état actuel, ça ne peut pas être ni la présidente de la Commission, ni le président du Conseil européen. C'est une autorité qui a été élue définitivement, qui a une véritable légitimité démocratique. Et il faut qu'elle soit unique. Parce qu'évidemment, s'il faut qu'on soit trois pour dire on va utiliser l'arme nucléaire, on trouvera bien un Viktor Orban pour expliquer que c'est absolument impossible. Donc, il faut que ce soit une autorité unique, qui soit incontestée, et qui sera la chef des armées. Merci beaucoup. Très clair. Et pour finir, puisqu'on aimerait bien pouvoir laisser le temps pour quelques questions, peut-être revenir sur l'industrie de défense que vous appelez de vos voeux, donc l'européanisation d'une industrie de défense, et vous évoquiez l'exemple d'Airbus pour se baser peut-être sur un modèle similaire. On s'est aussi posé cette question et on avait aussi un débat en fait sur vous plaidez pour une standardisation notamment au niveau européen. Est-ce que c'est la standardisation qui permet la fédération ou est-ce que c'est la fédération qui permet la standardisation et est-ce que les clients transnationaux doivent déjà être présents ou est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur cet élément? Je vais le prendre avec les drones, avec le mur anti-drone, le projet qui essaie de défendre l'Union européenne actuellement. Alors pardon, je vais le traiter de deux manières contradictoires. D'abord, c'est scandaleux qu'au bout de 3 ans et demi, on réalise qu'il y a une guerre des drones. Enfin, on a l'impression qu'on découvre la poudre, quoi. C'est inouï. L'état d'impréparation de nos pays et de l'Union européenne sur le fait que c'était évident que cette guerre des drones allait nous arriver. Enfin, comment est-ce qu'on pouvait espérer qu'elle s'arrête à la frontière parce qu'on allait demander les passeports? Donc on le découvre, mais c'est pas vrai. Parce que l'Union européenne et la plupart des pays européens planchent sur de grands programmes pour lutter contre ces drones. Le problème, c'est qu'on a changé d'air. Je dirais qu'on a changé de siècle et on ne l'a pas vu venir. Je vais être très cruel. Mais mes camarades de l'armée de l'air sur ce sujet sont complètement cons parce qu'ils sont dirigés par des pilotes. Et je ne connais aucun pilote qui a envie de se suicider. Donc ça fait des années, des décennies qu'ils font de la résistance. Ah oui, les trucs sans pilote, oui, c'est vachement bien. Hein. Tiens, mettez-les là-bas, on les rangera, puis on viendra les chercher quand on en aura besoin. C'est pas eux qui vont faire cette révolution, ils en sont incapables dans leur tête. Les industriels de l'armement, je veux dire les constructeurs aéronautiques, je vais reprendre Dassault, il va croire que je m'acharne, mais c'est consternant. Dassault, depuis 15 ans, essaye de fabriquer un drone qui, en gros, qui est un Rafale sans avion. Ça vaut 30 millions d'euros et il sera prêt dans 5 ans. Ah, super. Merci. On reviendra. Juste, ils n'ont pas compris qu'on avait changé de siècle. Par conséquent, le programme anti-drone, il est obsolète et innovant. Il est obsolète parce que si on veut faire un mur, genre ligne Maginot, non, vous ne passerez pas. Moi, j'aime beaucoup cette réplique fameuse dans Le Seigneur des Anneaux. Vous ne passerez pas. Mais bon, ça va être délicat. On le voit actuellement, que nous montre Poutine. En fait, il peut lancer des drones de là où il veut. On sait aujourd'hui qu'il a des équipes qui sont infiltrées dans toute l'Europe et qui ont des simples caisses. Donc ils sortent un drone. Donc demain, il peut le faire à Roissy-Charles de Gaulle. Il n'a pas besoin de passer par la frontière biélorusse. Hein. Poutine se moque de nous quand il dit « mais moi, je n'ai pas de drones qui vont aussi loin que le Portugal ». Mais il n'y a aucun drone allemand qui a traversé l'intégralité des pays de l'Est. Ils ont décollé d'Allemagne. On ne peut pas dire qu'on le découvre. Les Ukrainiens et les Israéliens ont fait exactement la même chose. On pose un drone à proximité de sa cible, on le programme ou on le pilote, à proximité aussi, et c'est tout. Donc, on est sur un sujet dont la première caractéristique est la vitesse de l'évolution. Aujourd'hui, mes camarades qui sont en Ukraine et qui se mettent avec l'armée ukrainienne, parce que c'est les seuls qui ont cette expérience, nous disent un système est obsolète en mois, parfois en semaines.
Mais on met au point une nouvelle génération de drones et on sait que dans les 2-3 mois au maximum, il sera contré par une nouvelle technologie en face. Les Russes se sont mis exactement d'équerre. Hein. Alors qu'ils avaient cette image très rigide et incapable de s'adapter à une situation nouvelle, ils ont vite compris que s'ils ne voulaient pas prendre une raclée, il fallait qu'ils chopent 25 startups, qu'ils les fassent travailler ensemble et que derrière, il fallait des lignes de production ultra rapides qui produisent des pièces en quelques jours pour pouvoir assembler des drones qui, dans 3 mois, seront obsolètes. Donc, le grand programme aéronautique qui vaut des milliards et qui prend 30 ans, parce que c'est ça un programme d'avion de combat aujourd'hui, pour les drones, je ne parle pas des avions de combat, je parle bien des drones, n'existe plus. C'est fini. Il faut qu'on trouve un logiciel, plutôt qu'on remplace nos logiciels pour arriver à produire en quelques semaines, à la demande, un produit qui sera adapté à la menace qui apparaîtra. Et ça, aujourd'hui, les seuls qui savent le faire sont les Ukrainiens et les quelques compagnies européennes, dont allemandes et italiennes d'ailleurs, qui ont eu l'idée géniale d'aller s'installer avec eux, en disant que c'est eux qui savent faire. Donc, plutôt que de nous inventer des trucs dans nos bureaux d'études, on va aller voir comment ils font. Et ils sont sidérés par ce qu'ils voient. Nous, on ne sait pas le faire parce qu'on est encore engoncé dans nos appels d'offres sur un programme pluriannuel qui va valoir des milliards. C'est typiquement l'aspect tragique du programme Mur anti-drone. Mais il est incroyablement innovant parce que tout à l'heure, tu disais comment on pourrait faire pour ouvrir l'Europe de la défense. Eh bien, c'est avec des programmes comme Mur anti-drone. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 pays qui adhèrent à ce programme. Alors, c'est tous les pays qui sont bordés par la Russie, trou Porsche, et qui disent on va pas le faire chacun dans notre coin, c'est pas possible, on va jamais y arriver, on va se mettre ensemble. Et on va faire un truc qu'on finance tous ensemble. Et ça, pour moi, c'est une démonstration que quand on est unis, on est fort, et que quand on disperse nos moyens, on n'est pas faible. On devient une cible. Notre avenir, c'est d'être dépecé par les autres. Voilà. Donc pour moi, le mur anti-drone, c'est probablement un précurseur de la défense européenne. Merci beaucoup. On va peut-être maintenant prendre quelques questions de la salle comble. Mais on s'excuse pour les personnes qui n'ont pas eu de chaise. Alors, ouais, on va essayer de... Je vais passer la parole. Tu veux que je passe le micro? Bonsoir. Moi j'avais une question par rapport à la garde. Il y a un aspect qui n'est pas très présent dans la présentation, c'est tout ce qui est question de la cyberguerre. Est-ce que ce n'est pas là finalement qu'il faut mobiliser? Parce qu'on l'a déjà vu, je prends l'exemple d'un hôpital dans l'Essonne. Aujourd'hui, en réalité, la confrontation directe entre la Russie et, je veux dire, l'Occident au sens large, elle existe déjà numériquement. Donc, est-ce que là, on n'a pas besoin d'une réserve peut-être plus technique, plus d'ingénieurs, etc. Et idem aussi sur les menaces spatiales. Là encore, est-ce que nos armées sont-elles préparées à cette menace? Je ne le mettrai pas dans la même catégorie, parce que là, ça nécessite... Non, mais tu as raison. La question, c'est que là, face à une menace comme ça, tu as besoin d'unités dédiées, d'unités professionnelles, qui vont faire que ça. Peut-être qu'elles vont utiliser des startups pendant 2 jours pour faire tel truc, pour arriver à trouver quelle est la pièce qui leur permet d'eux, etc. Mais tu as besoin de systèmes structurés dont la seule mission est qu'ils vont consacrer tout leur temps à faire ça. La question, elle est différente pour la cyberguerre. La question, c'est est-ce qu'on fait des cyberattaques? Et au fond, pardon, si je reviens au drone, parce que le parallèle est le même, pour moi, ce n'est pas lié à la garde européenne. C'est à la manière dont on est déterminé à se faire respecter. Regarde les réactions des pays européens face aux incursions de drones. Il y a ceux qui, en Allemagne aujourd'hui, essayent de débattre pour savoir s'ils ont le droit d'abattre un drone, qui en plus n'est revendiqué par personne. Franchement, je ne vois pas où est le problème, mais c'est pas grave, on s'en est créé un tout seul. Il y a ceux qui disent, comme le président français vient de le faire, bon, on va arrêter de parler de ça, évidemment, on les flingue et puis c'est tout, quoi. Et je pense qu'il faut au contraire réfléchir à la symétrie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour montrer à la Russie que nous aussi on peut aller les emmerder, interrompre la circulation aérienne, déclencher des cyberattaques. Je rappelle que juste avant l'interruption de la circulation aérienne en Allemagne et au Danemark,
On a eu une attaque dont on sait très bien qu'elle a été menée par un groupe qui est lié à l'armée russe sur les logiciels de gestion des bagages. Ça a foutu un bobinard pendant une journée complète dans la moitié des aéroports européens. On ne peut pas lutter contre si on n'est pas capable de faire la même chose en face. C'est juste, c'est une question d'expérience. C'est pas uniquement pour être agressif, c'est pour avoir cette expérience, pour savoir comment ils s'y prennent. Et donc il faut le tester chez eux. Bien sûr, en disant que c'est pas nous, c'est évident. Mais il faut le faire. Donc si on revient au drone, en fait on sera bon dans la lutte anti-drone le jour où d'abord on ira flinguer des drones au-dessus de l'Ukraine, au-delà de la frontière de la Pologne. C'est ça qui nous donnera cette expérience. Et au passage, ça aidera les Ukrainiens. Ils ne sont pas mécontents qu'on aille abattre tous les soirs quelques dizaines, voire centaines de drones parce qu'ils volent au-dessus de l'Ukraine. On ne veut pas se rapprocher de la ligne de front parce qu'on ne veut pas être en confrontation directe avec la Russie, mais faisons ça dans un espace de 100 km, à l'intérieur de l'Ukraine. Je ne parle pas de la Biélorussie, bien sûr. Mais ça permet d'acquérir une compétence qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'en fait, on n'abat aucun drone et on le voit quand on doit le faire. Et puis la deuxième chose, c'est développer une capacité à faire des intrusions de drones en Russie. Alors se pose une question qu'a évoquée tout à l'heure la Guillaume Lannes, qui était avec moi sur France Info, qui est très intéressante son analyse. Il dit qu'il faut faire attention parce que il y a aussi une question d'escalade. La Russie attaque toutes les nuits l'Ukraine sur des cibles civiles. Les Ukrainiens ripostent en allant attaquer des installations pétrolières et gazières en Ukraine. En Russie, pardon. Les Russes sont furieux. En plus, ils se sentent sous pression parce que les Américains menacent de livrer des armes beaucoup plus puissantes que les drones que n'utilisent aujourd'hui les Ukrainiens. Du coup, cette nuit, ils ont détruit l'essentiel du système de distribution de gaz en Ukraine. C'est ce que disent les Ukrainiens, on n'en est pas complètement sûr. Mais en tout cas, des dégâts majeurs. Et donc, on voit bien que là, on a une notion d'escalade dans la manière dont on riposte. Du coup, est-ce qu'on va plus loin? Un truc, les Ukrainiens ont quand même touché à peu près un tiers des installations russes pétrolifères. C'est énorme, avec des dégâts limités. On ne sait jamais quelle est l'étendue réelle des dégâts, parce que les Russes disent qu'il n'y a absolument aucune répercussion, puis on a des images satellites qui montrent bien qu'il y a une partie des installations qui sont abîmées. Mais sur cette question de riposte, il faut bien la mesurer, c'est dans ce sens où le président français dit on doit maîtriser notre notion d'escalade, parce que sinon on peut se retrouver embarqué dans un truc qui nous emmènerait dans une confrontation mondiale, quoique l'armée russe n'a jamais été aussi faible qu'en ce moment. Donc il faut qu'on se pose légitimement la question de est-ce que ce n'est pas le moment de l'affronter? Parce qu'on aura rarement une fenêtre d'opportunité de ce type. Je veux dire, c'est le seul moment où on peut la foutre par terre. Pas question d'aller envahir la Russie, on déclencherait un phénomène de résistance, puis alors là, il serait légitime d'utiliser leurs armes nucléaires. Mais d'aller repousser une partie des forces russes qui sont en Ukraine aujourd'hui, peut-être, il faut l'envisager. Vous savez, il y a une journaliste de RTL qui m'a foutu par terre un jour, depuis je ne prends plus les matinales. C'était tôt le matin, mon logiciel n'était pas complètement branché, et on devait causer, je devais expliquer c'est quoi la force d'interposition auquel pensaient les Européens pour garantir un accord de paix. D'accord ? Alors je m'explique, c'était très savant, voilà, c'est une force, c'est les militaires des pays de la coalition des volontaires qui viendront sécuriser un accord à condition qu'il y ait eu bien sûr la délimitation d'une ligne de front, enfin d'une ligne d'arrêt des combats. Et la journaliste, sans prévenir, c'est chiant quand ils ne préviennent pas, me dit mais au fond cette force, si on l'avait envoyée avant que la guerre ne se déclenche, quand les Américains nous ont prévenus 3 mois avant, que la Russie allait déclencher cette guerre contre l'Ukraine, est-ce qu'elle aurait pu l'en empêcher? Un nom de chien, qu'est-ce qu'elle avait raison? Ça a été terrible, j'ai eu l'impression de voir un montage de verre en cristal qui s'effondre d'un seul coup. Bien sûr qu'elle avait raison. Si on avait envoyé cette force, donc ça veut dire qu'on l'avait conçue, prévue, dans le cadre de la défense européenne, si on avait envoyé cette force multinationale européenne, quand nous avons eu la garantie, parce que les Américains nous ont démontré que leur système de renseignement était parfaitement fiable, que les Russes s'étaient engagés dans une action d'invasion de l'Ukraine, ils n'auraient pas pu le faire. Ils n'avaient pas les moyens d'affronter les pays européens. Aujourd'hui, on est dans cette situation où la Russie est d'autant plus agressive qu'elle est sous pression et qu'elle n'a pas les moyens d'attaquer l'Europe. Du coup,
Est-ce que nous, il ne faut pas aussi qu'on renverse notre propre logiciel en disant on est dans une attitude purement défensive? Est-ce qu'à un moment, ce n'est pas à nous d'attaquer, en tout cas en Ukraine? Je pose la réflexion. Je ne suis pas va-t-en-guerre, j'ai participé à 4 guerres, je pense qu'il n'y a pas plus remonté que moi contre la guerre. Mais à un moment, il faut se battre, parce que sinon on ne peut pas se défendre. On va prendre une autre question. Charles. Bonsoir, merci beaucoup. À votre avis, quel est le critère déterminant qui permettrait au référendum mentionné par Damien de passer? Concrètement, d'où viendra l'impulsion qui permettra des changements nécessaires au niveau politique pour qu'on arrive à mettre en place cet élément fédéral? Est-ce que ce sera un changement des mentalités de la classe politique? Est-ce que ce sera une mobilisation exceptionnelle de la société civile, des médias qui se réveillent, ou simplement une menace qui grandit et qui commence à se concrétiser? Merci. Pour moi, le fait structurant d'un changement d'air, c'est la crise. Et en fait, honnêtement, moi je nourris une certaine déception dans la réaction des Européens par rapport à la guerre en Ukraine. Alors, maintenant qu'il vient de quitter ses fonctions, mon camarade Thierry Burkhardt, qui est un camarade de promotion de Saint-Cyr, m'a dit un jour entre deux portes, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de témoins, il m'a dit nous avons été privés du débat des conséquences de la guerre en Ukraine dans l'armée française par Sébastien Lecornu. Et il était remonté à bloc. Pourquoi? Parce que Louis Catour était un type très responsable et en même temps retenu, il ne s'exprime jamais ou quasiment jamais. En fait, il avait parfaitement conscience que la guerre en Ukraine changeait radicalement la donne militaire, y compris pour la France. Et je ne sais pas dans quelles conditions, le ministre a interdit qu'on rebatte les cartes de la défense française, et ça s'est traduit, alors pardon c'est un peu technique, il y avait une loi de programmation militaire, donc normalement c'est cette loi qui programme les investissements sur les 7 années à venir. Si vous regardez bien cette loi de programmation militaire, c'est un peu plus de la même chose. Alors que le sentiment partagé de mes camarades, c'est ce ne sera plus jamais la même chose. On n'est pas dans le guépard. Ce qu'on voit en Ukraine rebat totalement les cartes. On ne sait même plus dire si on a besoin de chars de combat ou d'avions à cause des drones. Peut-être, on en sait, mais réfléchissons à ce truc. Et ce qui les a choqués, mes camarades, c'est le fait que, sous couvert d'être des jeunes ministres modernes, ouverts, européens, plusieurs d'entre eux m'ont dit, pardon pour le Premier ministre actuel, c'est un souverainiste, réac, et qui ne veut rien remettre en cause parce qu'il estime que ce serait remettre en cause la politique qu'il a menée depuis des années. Voilà. Donc je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. C'est donc le mot de la fin, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais rattraper le coup en vous citant dans votre livre. Si la construction européenne nous a permis en quelques décennies de bâtir le plus grand espace de prospérité du monde, il ne nous reste probablement que quelques années pour le protéger efficacement. Et donc, c'est avec responsabilité et espoir que nous partons. Tu as raison, je vais rattraper sur un mot d'avenir quand même. J'espérais que cette guerre en Ukraine soit le choc qui allait faire qu'on allait sortir de nos jardins respectifs et dire maintenant on construit une union fédérale. On a une chance dans notre malheur, c'est qu'il y a Donald Trump aux États-Unis qui fout quand même un bordel absolument inouï, dont on a bien compris l'imprévisibilité totale. Donc on ne peut plus compter sur notre assureur. Vous savez, quand on n'a plus de confiance dans un assureur, en général, ça part. On a bien compris qu'on avait un empire menaçant en face de nous, la Russie de Poutine. Il y a toujours les mêmes d'ailleurs qui pensent que Poutine va mourir demain. Bon, très bien, il mourra un jour, ça c'est clair, mais on ne sait pas quel jour. Mais ça ne réglera pas le sujet des empires menaçants, parce qu'après la Russie de Poutine, il y aura sans doute un autre. Et on ne sait même pas lequel. Donc, de toute façon, l'Europe sera toujours, à un moment ou à un autre, menacée par des empires qui voudront nous imposer leur volonté. La question, finalement, elle est ultra simple, c'est la base de la construction européenne. Est-ce qu'on veut s'unir pour pouvoir se défendre ensemble, pour combattre, ou est-ce qu'on estime qu'au fond, la paix, c'est pas si important et que c'est pas la peine de se battre pour la défendre?
Voilà. Pour moi, c'est ça la question de la construction européenne. Et je pense qu'a priori, dans cette salle, on a à peu près la même réponse. Et si vous n'êtes pas encore adhérent de l'UEF, je vous invite à le faire, puisque vous allez pouvoir vous intégrer dans notre super groupe de travail qui sera repris par Damien, que je remercie, et qui a fait un travail, comme je vous le disais au début, très important sur ce schéma, qui sera retrouvé alors pour les adhérents dans les documents de l'Assemblée Générale et qui sera bientôt également mis en ligne. Donc un grand merci à tous d'être venus ce soir, un grand merci à Monsieur Ancel. Je pense que c'était très éclairant. Voilà, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus et prolonger la réflexion, je vous invite à lire Petite leçon sur la guerre. Et un grand merci, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt. N'oubliez pas de venir vous inscrire pour la garde européenne, les inscriptions sont ouvertes.